Monsieur Jacques. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois parfaitement. D'accord. Vous me recevez également? Bonjour. Oui. Bonjour. Très bien. Bonjour, Madame Isguer. Bonjour. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vous rappelle, le thème, c'est sur l'immigration, les avantages et les conséquences de l'immigration cas africain. Donc, je suis très contente de vous recevoir sur ma chaîne. C'est une première fois que j'organise en live, donc je suis très honorée parce que vous m'avez accordé votre temps et vous avez accepté mon invitation. Je suis très honorée. Donc, je vais vous laisser vous présenter encore aux internautes si vous avez quelque chose à dire avant de continuer. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez de passer sur votre chaîne et de m'exprimer, espérant que cela va profiter aux internautes qui nous suivent. Bon, vous savez, parler de soi, c'est souvent un exercice un peu très complexe. Soit on exagère, soit on oublie certains détails. Mais du moins, je suis Jacques Munombo Kumba, natif de Pointe-Noire, plus précisément au Congo-Brazzaville. J'ai évolué à Rome depuis plus de 12 ans. J'ai été étudiant en géologie, donc je suis diplômé en sciences géologiques. Et actuellement, je suis comme commercial dans une société de marketing à Rome. Voilà. Le son. Vous m'entendez? Là, je vous reçois, oui. Avant, je vous recevais plus. Okay. D'accord. Donc, comme première question, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que ça veut dire ce terme immigration, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, tout le monde va comprendre en fait. Ben, l'immigration, simplement, c'est un déplacement ou encore c'est un mouvement qui peut être effectué par une ou plusieurs personnes. Donc, c'est le simple fait de quitter son pays d'origine ou de naissance, d'aller s'installer dans un autre pays de manière durable ou encore définitive. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être quand j'ai fait des recherches sur Google, j'ai eu plusieurs termes. Par exemple, on parle de migrants, on parle d'immigrés. Est-ce qu'il y a une différence entre un migrant et un immigré? Bon, à la base, il faut retenir que les deux termes, c'est-à-dire les deux mots sont presque des synonymes parce qu'ils ont tous les deux un sens identique. Mais je crois qu'il faut apporter une précision sur les deux en disant qu'un migrant est un individu qui a récemment migré dans un autre pays. Tandis qu'un immigré est un individu qui a migré déjà pendant longtemps et qui s'est installé dans le pays d'accueil. Donc, de façon succincte, ce qu'on peut retenir, c'est que l'un vient d'arriver dans un autre pays et l'autre était déjà là et finalement il s'est installé. Voilà. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, d'après vous, quelles sont les conséquences majeures de l'immigration? Ben, les conséquences majeures de l'immigration sont, par exemple, quand il y a l'immigration, par exemple, pour le cas africain, ça fait que, il y a la fuite des cerveaux, par exemple, dans nos pays. Parce que quand il y a la fuite des cerveaux dans nos pays et le pays n'avance pas, le pays ne se développe pas. Ce qui fait qu'on retrouve dans nos institutions de l'incompétence et il n'y a pas une bonne gestion des choses. Pourquoi? Parce que les gens sont sortis, ils ont immigré ailleurs et ça fait qu'il y a un vide qui se crée au niveau de l'État. Donc voilà un peu les conséquences, disons, les conséquences en grande ligne de l'immigration. Et D'accord. notamment quand on a migré, quand on arrive dans un pays qui n'est pas le sien, on peut être victime du racisme, on peut être victime d'acerbes critiques et ça fait que ça peut jouer sur la psychologie. Et puis, bien qu'on soit dans un pays développé, mais si psychologiquement on n'est pas en paix, je crois que ça peut affecter aussi, disons, tout le corps, l'être humain. Oui, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu parce que je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez un cas pratique pour expliquer un peu aux personnes qui sont en train de nous suivre afin de vraiment entrer en profondeur par rapport
aux causes, en fait. Les causes de l'immigration sont plurielles, hein, parce que il y a plusieurs raisons qui incitent les peuples à l'immigration. Par exemple, s'échapper à la souffrance, à la pauvreté, les maladies, le sous-emploi, les guerres, etc. Donc, ça fait que tous ces éléments réunis font que les peuples sont tentés à s'offrir une seconde chance pour aller ailleurs pour mieux vivre. Et un cas précis de cela en Afrique, par exemple, on va aller un peu vers, on va remonter un peu vers l'histoire. Le 6 avril 1994, au Rwanda, il y a eu un coup d'État. Donc, il y a eu un régime politique qui a été déstabilisé. Ils ont connu le génocide qui a frappé tout le pays, donc un carnage horrible. Ça fait que un bon nombre de Rwandais étaient obligés de laisser leur terre pour aller se réfugier ailleurs. Donc, on peut dire qu'un cas précis serait donc la guerre, c'est-à-dire quand il y a une instabilité politique, ça fait qu'il y a une guerre, il y a un carnage et un génocide de ce genre, par exemple. Les populations sont obligées de laisser leur pays pour aller vivre ailleurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, je tiens à rappeler aux internautes que nous sommes en train de parler sur le thème l'immigration, le cas africain. Donc, les avantages et les conséquences de l'immigration. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions en commentaire. On va, on va revenir là-dessus après. Donc, combien après, quand les gens se déplacent, vous avez parlé du déplacement, parce que plusieurs personnes voyagent en avion, d'autres se déplacent en bateau et tout. Donc, c'est sûr il y a un budget, il y a une somme à mettre en jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien, vous avez un prix que vous pouvez donner aux gens, une marge? Combien Ah, donc là, vous faites allusion au coût de l'immigration, vous voulez dire? Oui, Ben, je pense que le coût sur l'immigration est un sujet qui revient un peu hein, de manière récurrente sur plusieurs débats dans les plateaux. Mais je pense que ça dépend. Parlons de l'immigration clandestine. Par exemple, je tiens ça d'un ami malien qui m'en a fait son témoignage parce que lui, il a vécu l'expérience. C'est toujours bien de parler avec des personnes qui ont vécu les expériences. Et il m'a dit que lui, pour quitter son pays, pour arriver par exemple en Italie, il a fallu qu'il ait dépensé un montant par exemple de 10 000 euros. Vous voyez? Et quand il est arrivé en Italie par bateau, croyant que l'Europe était l'Eldorado, et il arrive sur place, il voit bien qu'il y a la misère, il n'y a pas de boulot, les gens ne sont pas accueillants et tout le reste. Donc, il était un peu psychologiquement touché. Vous voyez? Donc, financièrement d'abord, ça lui a valu vraiment un coût très énorme, mais aussi psychologiquement parce qu'il n'était pas en paix avec lui-même. Donc, du coup, il était doublement un peu touché. Ça, c'est le cas de l'immigration un peu clandestine. Mais non, s'il faut qu'on parle un peu de l'immigration un peu légale, entre guillemets, c'est-à-dire celle, par exemple, que moi j'ai eu à faire, parce que je rappelle que je suis en Italie depuis plus de 10 ans, comme je l'ai dit tantôt lors de ma présentation, et je suis venu pour des raisons d'études. Donc, c'est une sorte aussi d'immigration. Et moi, pour venir, ça a été vraiment simple. Je n'ai pas dépensé autant de sommes. C'était, je pense, qu'une affaire de moins de 10 000 euros. Je suis arrivé dans de très bonnes conditions et voilà. Donc, je crois que le coût de l'immigration peut varier selon le type d'immigration. d'accord, merci. C'est un sujet très, très, très important. J'aimerais qu'on puisse mettre l'accent dessus parce il y a beaucoup de personnes en ce moment, je suis sûre, qui cherchent, qui veulent des moyens pour se déplacer. Mais j'aimerais qu'on parle un peu derrière parce que là, par exemple, pour les étudiants, ce sont des parents qui dépensent. Je suis sûre qu'il y a des parents qui partent prendre des prêts pour faire voyager leur enfant et qui s'attendent à un retour positif, en fait. J'aimerais qu'on mette l'accent dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces parents et à ces enfants-là qui mettent la pression à leurs parents parce qu'on a des parents qui n'ont pas assez de moyens par rapport à leur salaire et tout. Est-ce que vous avez un message à passer à ces enfants, aux enfants et aux parents également?
Ben, bien évidemment, c'est-à-dire mon message est tout simple, hein, il est clair. Pourquoi? Parce que en Afrique, très souvent, la majorité des personnes qui sont en Afrique ne savent pas les réalités qui sont en Europe. Et donc, ceux qui sont en Afrique pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Et effectivement, les Africains vivant en Europe, dont nous faisons partie, toi, vous et moi, on ne leur présente pas les vraies réalités de l'Europe. En fait, ceux qui sont en Afrique pensent qu'en Europe, l'argent se ramasse dans les rues, que tout le monde a la voiture, tout le monde a un appartement, que la vie est facile et tout le reste, voilà. Alors que ce n'est pas le cas, parce que les réalités en Europe sont même encore plus complexes que celles de chez nous. Ce qui fait que il faut quand même qu'on soit clair au niveau des conseils. L'Afrique est un continent qui a presque tout. Et ça, je peux dire que on se sent mieux chez soi. C'est vrai, on peut venir en Europe, mais il faut venir pour un idéal. On peut venir en Europe pour venir étudier, poursuivre ses études universitaires, parce qu'on estime que dans nos pays, les universités ne fonctionnent pas bien, les conditions dans lesquelles les étudiants étudient ne sont pas agréables. Donc, on peut venir pour venir poursuivre ses études universitaires, mais après avoir fini d'étudier, il serait nettement mieux de rentrer chez soi pour être au service du pays. Dans ce cas-là, c'est très bien. Parce qu'après, vous allez remarquer que tous les grands analystes du monde, hein, tous ceux qui font de la prospection, sont d'accord que le monde se fera demain en Afrique. Et il y en a d'autres qui ont compris cela. Par exemple, la France, l'Allemagne, Israël, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, etc. Et tous ces pays veulent être, disons, membres consultants de l'unité africaine ou encore de la CEDEAO, tout le reste, parce qu'on suppose que la CEDEAO représente un marché important pour eux. Vous voyez? Donc, ce qui signifie que nous-mêmes, les Africains, tant qu'on ne prendra pas conscience de ça, on ne se rendra jamais compte. En fait, nous sommes assis sur une mine d'or, mais il nous faut un peu plus de vigilance pour comprendre un peu, disons, la valeur de là où nous sommes. Ah ouais. Merci. Donc, j'aimerais qu'on fasse une pause pour demander aux personnes de partager le live parce que ce que Monsieur Jacques est en train de dire est très, très, très important. Donc, essayez de partager le live, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes, partagez à vos amis, partagez parce que on a nos jeunes frères, nos jeunes sœurs en ce moment peut-être qui veulent se déplacer. Il n'y a pas que les étudiants qui se déplacent, il y a également des femmes au foyer. Il y a des pères qui abandonnent, par exemple, des enfants, qui laissent des enfants derrière eux. Il y a des mamans, il y a des femmes qui sont mariées, qui abandonnent le mariage pour venir en Europe. Donc, on a plusieurs cas. Donc, essayez de partager le live, s'il vous plaît, partagez et continuez à commenter. Soutenez-nous en commentant. Laissez vos questions en commentaire. Donc, on va poursuivre. J'aimerais qu'on parle, par contre, on va parler aussi des femmes. Quels conseils vous allez donner à ces femmes? Parce qu'on a plusieurs femmes qui sont mariées, mères, elles ont même le travail, mais elles sont prêtes à tout abandonner pour venir s'installer en Europe. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui pousse? Parce que si c'est un étudiant, on comprend, il vient pour poursuivre les études. Là, on a une raison. Mais qu'en est-il d'une femme qui est au foyer, qui a ses enfants, qui accepte de tout laisser pour venir s'installer en Europe? Ben, mais c'est comme j'ai dit précédemment, hein, je ne sais pas si vous avez pu capter un peu la quintessence de mon argumentation bien avant. Même pour ces femmes-là, je pense que la situation est plus ou moins la même. Une femme au foyer, c'est vrai, elle n'a plus besoin peut-être de venir poursuivre ses études en Europe, mais du moins, elle veut venir parce qu'il y a des mots dans nos pays qui font qu'elle ne puisse pas se retrouver. Par exemple, les cas de santé, de maladie. Vous voyez, nous avons un système hospitalier qui est vraiment à genoux. Par exemple, quand on tombe malade, rien que par un simple AVC, une personne peut rendre là. Vous voyez, le diabète, etc. Beaucoup de maladies que vous connaissez mieux que moi. Donc, ça fait qu'une femme au foyer pourrait venir en Europe s'installer justement parce qu'elle estime que au pays, les conditions ne sont pas agréables. Par exemple, ici, si elle est en Europe, elle peut bien suivre ses soins, elle peut bien vivre, elle peut vaquer à ses occupations, etc., etc.
Donc, je vois que le motif qui pourrait faire à ce qu'une femme au foyer, responsable, qui gère bien son foyer, de quitter l'Afrique pour venir en Europe, ça pourrait être les cas de santé, et puis voilà. Voilà. Et ça peut aussi être, je vais juste ajouter quelque chose, ça peut aussi être pour sa sécurité en fait. Parce que, comme on le sait, par exemple, nous au Congo, quand une femme est battue, on ne va pas la voir aller porter plainte quelque part. Elle va garder ça. Déjà, le fait d'aller porter plainte, c'est comme si chez nous, on dit que tu es en train d'exposer ton foyer à la sorcellerie et tout, j'en passe. Et donc, la femme va préférer venir en Europe où elle a cette liberté d'expression, où elle peut s'exprimer, où il y a des gens qui vont l'écouter sans pourtant la juger, mais des gens qui vont la soutenir. Elle a besoin de ce soutien-là. Donc, merci beaucoup, Monsieur Jacques. Continuez à partager le live, s'il vous plaît. Donc là, on a parlé de cas de femmes, on a parlé des étudiants et tout. On va aussi parler le cas parce qu'il y a aussi des étudiants, il y a des personnes qui arrivent à étudier au pays, vu qu'on sait qu'au pays, il y a quand même des bonnes écoles, à part le général. Il y a des écoles privées, donc ça demande quand même un peu de sous. Ça, c'est pour les parents qui sont quand même bien assis financièrement. Il y a des écoles, il y a des bonnes écoles au pays, donc il y a des enfants qui passent par ces écoles-là, mais pourtant, malgré qu'ils ont le travail et tout, ils acceptent toujours de tout l'été pour venir en Europe. Donc, qu'est-ce qui cause cela, en fait, pour des personnes qui sont déjà bien assises, en fait? Bon, mais il faut d'abord revenir un peu en arrière. Quand vous dites qu'au pays, il y a des bonnes écoles, des écoles privées, bon, je reste un peu dubitatif sur ça, sur ce volet. Je vous laisse l'entièreté de votre responsabilité sur ce que vous venez d'évoquer. Mais je crois qu'au pays, il n'y a pas des écoles qui fonctionnent quand même bien. C'est-à-dire, parlons un peu du contexte de notre pays à nous. Et bon, même si un étudiant parvenait à avoir ses diplômes, il trouve un emploi au pays. Mais malgré qu'il travaille, qu'est-ce qui fait qu'il ait toujours l'idée de venir en Europe se chercher? Mais c'est ce que j'ai dit bien avant. En fait, c'est le sous-emploi. Il y a un problème de rémunération. C'est-à-dire, quand on a un bas salaire, on n'arrive pas à faire face au quotidien, alors on est tenté de s'échapper. C'est-à-dire, on veut s'offrir une seconde chance pour aller chercher la vie ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Je crois que si les salaires étaient bons, les gens étaient bien payés, je pense que les gens viendraient en Europe juste pendant les vacances. C'est-à-dire que il fait ses économies, il est en congé, il fait un tour en Europe, il vient se balader, il vient observer les gratte-ciel pour tuer un peu le complexe qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique et puis repartir. Mais tellement que les salaires sont très bas et ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts du mois, alors en ce moment-là, bien qu'il travaille, mais il sera toujours tenté d'aller voir un peu ce qui se trouve ailleurs. Voilà. Merci. Mais par rapport à ça, j'aimerais encore poser notre question. Vous avez parlé des salaires. Est-ce que vous nous garantissez que ici, en venant en Europe, la même personne aura un salaire plus élevé? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une pensée comme ça? Est-ce que c'est réel que le fait de quitter ton pays et de venir en Europe, tu seras mieux financièrement? Bon, votre question est un peu opaque. Hein. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Essayez un peu de la rendre un peu plus concise. On va rester dans un cadre où la personne va faire le même travail. La personne D'accord. fait le même travail au Congo, au Bénin ou en autre pays en Afrique. Si la personne fait le même travail ici en Europe, est-ce qu'ici, il va beaucoup gagner par rapport au salaire qu'on offre en Afrique? Ben oui, je pense que oui. J'ai un témoignage. J'ai un ami de la RDC qui était électricien chez nous au Congo-Brazzaville. Donc, je tiens ce témoignage de lui. Il était électricien, il avait juste un niveau baccalauréat. Donc, il dépannait dans une société de la place, là-bas, il travaillait à Brazzaville. Mais ce dernier gagnait que 250 000 francs CFA. Et après un moment, il a fait ses économies, justement, comme tout Africain.
il est allé vraiment jusqu'au bout de son objectif. Il est arrivé en Italie, en Europe. Aujourd'hui, il travaille comme électricien, donc il a le même qualificatif qu'il avait à Brazzaville, mais aujourd'hui, autour de 1500 euros, 1600 euros. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, s'il faut qu'on fasse un comparatif, je crois que ils se sont nettement mieux ici que là-bas. Voilà. Ok. Donc, avant de continuer avec mes questions, on va prendre une question d'Herbine Nyama qui dit l'immigration clandestine. Le cas du Malien est-elle légale? Elle demande si le cas de votre ami malien est légal. Non, le cas du Malien n'est pas légal parce que déjà on parle de l'immigration clandestine. C'est déjà une immigration illégale. Déjà, il est venu par bateau. Donc, je crois qu'on est très loin du fait que ce déplacement soit vraiment légal. Voilà. Ok. Comme dans chaque thème, dans chaque situation, il y a toujours les avantages et les inconvénients. Donc là, on va parler des avantages de l'immigration. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à propos? Bien évidemment, mais comme vous venez de le souligner, hein, en toute chose, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais moi, je crois que l'immigration a aussi son côté positif. L'immigration a de nombreux avantages, tels que quand on migre dans un pays qui n'est pas le sien, par exemple, on arrive, l'avantage peut être économique, culturel ou social. Par exemple, je suis arrivé en Italie, je suis un étranger et il va falloir que j'apprenne la langue pour mieux m'intégrer. Donc, ça fait que je bénéficie dans le cadre un peu culturel de ce pays-là. Bon, maintenant, il va falloir que je travaille parce que si je ne travaille pas, je ne peux pas garantir une place au soleil, c'est-à-dire je ne pourrai pas jouer les 2 bouts du mois. Donc, il faut que je travaille. En ce moment-là, du point de vue économie, je bénéficie quand même économiquement. Voilà un peu dans la vie sociale également dans la société. En fait, je me crée, disons, une place. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, s'il faut qu'on aille un peu dans les profondeurs de cette question que vous venez de me poser concernant les avantages, je crois que y a un pays, je ne sais pas si vous avez une idée, il y a un pays au Moyen-Orient, du nom de l'Israël. Oui. L'Israël est un pays qui a eu son indépendance le 14 mai 1948 grâce à sa diaspora. C'est vrai qu'ils avaient un leader qui avait une vision d'un bon patriote, c'est-à-dire David Ben Gurion. Mais l'État d'Israël a eu son indépendance grâce aux Juifs qui avaient migré un peu partout dans le monde. Et donc, ce sont ces Juifs-là, la diaspora juive, qui a fait à ce que cet État soit ce qu'il est aujourd'hui. Et tout de suite, cet État-là a été, on lui a doté des écoles de haut niveau. C'est un État qui a la bombe atomique, donc l'État parvient à sécuriser son peuple. Et on voit bien que l'État d'Israël a su imposer son respect sur la scène politique internationale. Vous voyez? Donc, on voit bien que les avantages de l'immigration, il y en a, surtout si vous faites bon usage de l'immigration. Donc, voilà. Donc, Wow. en réalité l'immigration pour les Juifs était considérée comme une arme juive permettant à cet État-là de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup, merci. Donc, je vais juste rappeler le thème parce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent. Donc, le thème, c'est les avantages et les inconvénients de l'immigration. Donc, bonjour Lorraine, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup. Donc, on va continuer. On va toujours parler moi, j'aimerais qu'on mette l'accent sur les avantages. Par exemple, dans le domaine éducatif, qu'est-ce que nous qui venons ici en Occident, qu'est-ce qu'on peut apporter, par exemple, au Congo, à nos pays en fait africains? Est-ce qu'on peut impacter positivement dans le côté éducatif parce que, par exemple, au Congo, on n'a pas de... Je ne sais pas si vous connaissez un centre de loisirs au Congo, mais moi, à ma connaissance, je pense qu'on n'a pas de centre de loisirs et qui pourrait permettre aux parents, par exemple, qui travaillent, d'être un peu libres, d'avoir leur temps et tout. Et ça va aussi aider pour la stabilité du couple parce que le couple aura son temps quand l'enfant est au centre. Donc, est-ce que le fait de venir ici, ça peut nous aider
à changer les choses dans nos pays respectifs? Bien sûr que oui. C'est-à-dire que l'immigration pour nous qui avons eu la chance de vivre ici en Europe, je crois que l'immigration pourrait être d'un grand apport pour nos pays d'origine. En vivant ici, on regarde un peu les réalités, c'est-à-dire le quotidien des autres, comment est-ce que eux ils vivent et ainsi de suite. Comme je l'ai dit tantôt, en toute chose, il y a le côté positif et le côté négatif. Mais nous allons nous occuper juste du côté positif. On voit un peu les écoles des autres. Ici, ils ont des écoles, des très bonnes écoles. Ils font des travaux pratiques. Par exemple, pour nous qui avons fait des sciences, on voit bien que si on vous explique, par exemple, l'eau, on vous dit H2O, mais vous allez au laboratoire, vous voyez ça. Or, chez nous, les laboratoires ne fonctionnent même pas. Et donc, du coup, pour nous qui avons eu cette chance de rester ici, d'étudier ici, de vivre ici, aussi peut-être de travailler un peu, d'avoir appris un peu quelques expériences. En rentrant chez nous, on pourrait être d'un grand apport. Effectivement, vous avez soulevé aussi le point sur les loisirs, par exemple. On peut créer des cinémas, des salles de jeu pour détendre un peu les gens et tout, voilà, pour éviter un peu aussi les suicides, voilà. Donc, c'est ça. En fait, l'immigration, ça cadre toujours dans le cadre des avantages. Parce que vous savez, l'éducation est la clé de voûte d'une nation. C'est-à-dire, quand l'éducation est à terre, je crois que rien ne peut fonctionner. C'est pour ça que vous allez remarquer un pays comme les États-Unis d'Amérique, ils ont des grandes universités. Une université américaine seulement peut valoir, le budget d'une université américaine peut valoir le budget d'un État de l'Afrique. Parce que là-bas, les gens travaillent 24 heures sur 24. Les bibliothèques sont équipées et les étudiants sont dans de très bonnes conditions et tout ça. Et donc, nous, qui sommes ici, effectivement, on doit toujours avoir un regard bien positionné pour l'Afrique afin de prendre un peu ce qui est de bon ici et puis ramener là-bas, toujours dans l'optique de vouloir faire décoller l'Afrique. Merci beaucoup, merci, c'est vraiment pertinent. Donc, par rapport aux conséquences, vu que vous avez souligné, vous avez parlé des conséquences tout à l'heure, j'aimerais qu'on rentre en profondeur en parlant d'un cas pratique. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est arrivé en Europe et genre, ça s'est mal passé. Ben oui, oui, il y a toujours des témoignages, hein, il y a toujours des témoignages, surtout dans nos communautés. Il y a toujours des témoignages. Si c'est pas peut-être quelqu'un qui est du Congo-Brazzaville, mais ça peut être quelqu'un du Ghana ou encore du Nigeria, etc. Moi, personnellement, je connais un monsieur qui habitait Pointe-Noire. Il travaillait, c'était un monsieur qui était déjà dans la cinquantaine, donc il travaillait dans une société de la place où il gagnait, disons, plus ou moins bien sa vie avec un salaire de 250 000 francs CFA. Il avait sa femme et ses quatre enfants. Maintenant, après, comme tout Africain, il avait toujours cette idée-là de vouloir sortir du pays, venir, tout ça, machin, parce qu'il supposait que l'Europe était l'Eldorado, comme tout le monde. Donc, il a dû abandonner le travail, il a laissé la femme, il a fait croire à la femme que moi, je vais là-bas. Dès que je suis là-bas, je vais travailler le terrain, ensuite, je vais vous appeler. Il est arrivé sur place, le pauvre, d'abord pour avoir des papiers, c'était compliqué parce qu'il avait juste un visa touristique. Ouais. Donc, le visa avait été expiré, donc il fallait, comme vous connaissez très bien, il fallait chercher les voies et moyens pour pouvoir avoir un document italien, chose qui n'a pas été facile pour lui. Et après, jusqu'à aujourd'hui, il est resté. Mais quand j'échange avec lui, vous voyez bien qu'il y a un regret quand même qui se profile sur son visage. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais lire la question, comme ça on avance au même moment. Si l'on perçoit par exemple 500 000 francs au Congo comme salaire de base, voilà, serait-il envisageable de chercher mieux ailleurs? Je dirais non, parce que quand on essaie un peu de regarder les réalités de notre pays, du Congo-Brazzaville, je crois qu'avec 500 000 francs quand même, c'est un salaire assez décent. Donc, une personne qui gagne 500 000 francs CFA, je conseillerais à cette personne de s'organiser et de bâtir sa vie au Congo. Et voilà, donc je ne lui dirais pas de venir tenter d'autres expériences en Europe. Parce que le problème, c'est quoi? Dans tout ça,
c'est qu'on sait d'où on vient, mais on ne sait pas d'où on va. Donc, c'est ça le problème. Où nous sommes, nous savons. Mais là où nous partons, nous ne savons pas parce qu'effectivement, demain ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi il fait demain. Une personne qui a 500 000 francs CFA, vraiment en toute sincérité, je lui dirais de rester au pays, de s'organiser avec ces 500 000 francs. Il peut aussi créer un peu d'activité s'il a une bonne gestion financière. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Et c'est très vrai parce que ici, sauf quand on est au pays, on n'essaie pas de chercher, d'avoir toutes ces informations, mais il y a des factures à payer. On paye tout. On achète l'eau, on achète tout, en fait. Tu vas pas te lever, aller chez le voisin, de lui demander le sel ou je sais pas quoi. Donc, tu dépenses pour chaque chose, tu dois dépenser. Donc, même si tu gagnes 2000 euros, quand tu essaies de payer les factures, mais à la fin, tu te retrouves avec une somme minable pour épargner. Donc, comme M. Jacques a dit vraiment, si vous gagnez 500 000 francs, le mieux, c'est de rester au pays. Ben, si vous voulez venir pour une aventure, alors, pendant que vous étiez en train de parler, il y a j'ai une phrase qui me dit, est-ce que l'immigration, est-ce que c'est pour les pauvres? Excusez-moi pour le terme, je ne parle pas de pauvres en général, je parle de pauvres financièrement. Est-ce que vous conseillerez l'immigration à un pauvre? Ben oui, parce que quand on est pauvre, on a la quête du bonheur. C'est-à-dire, on veut sortir de cette situation précaire dans laquelle on est imprégné, vous voyez? Donc, l'immigration, justement, pour un pauvre, devient comme une voie de sortie. Justement, disons, pauvre, quand on dit pauvre, justement, la personne financièrement n'a pas grand-chose, n'arrive pas à faire face au quotidien, n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. Effectivement, l'immigration pour cette personne pourrait être une voie de sortie pour pouvoir embrasser un peu le bonheur dont il a besoin, dont il aspire. Donc, je conseillerais vraiment. Ok, mais parce que moi, je suis un peu mélangée, j'ai plusieurs réponses parce que, par exemple, si vous n'avez pas assez de ressources financières et vous voulez poursuivre vos études en Occident, on sait que les écoles privées ici coûtent cher. C'est pas 1000 euros, c'est pas 2000 euros l'année, ça coûte vraiment cher. Maintenant, si la personne n'a pas des moyens, si les parents, par exemple, d'un étudiant n'ont pas des moyens, est-ce que la sortie, la sortie, ça serait de venir en Occident tout en prenant des prêts au pays, ou bien vous avez autre chose à proposer à ces personnes? Non, dans ce sens-là, je ne dirais pas à la personne d'aller chercher des prêts parce qu'il faut s'organiser avec les moyens que l'on a à disposition. Vous voyez? Et comme j'ai dit, en Afrique, nous sommes assis sur une mine d'or. Cela veut dire quoi? Il y a toujours quelque chose à faire. Même dans nos villages, dans les contrées, il y a toujours quelque chose à faire. Nous avons une terre très fertile. Donc, même en travaillant avec notre terre, quelqu'un peut s'en sortir. Donc, à cette personne, si financièrement la personne n'a vraiment rien, je dirais à la personne d'éviter de prendre le risque, mais de regarder un peu les ouvertures qui peuvent s'offrir à elle sur place, par exemple, faire de l'agriculture, de l'élevage, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a toujours un moyen pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Quand on veut, on peut. Donc, il suffit juste de bien réfléchir, essayer un peu de faire des bonnes analyses et avec le temps, les solutions se trouvent toujours. Ok. Est-ce que au début, vous avez parlé par rapport aux conséquences, vous avez parlé des personnes, genre le côté mental. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir genre une folie à cause, est-ce qu'il y a vous avez déjà eu une personne dans votre communauté, dans votre entourage, qui a souffert de folie par rapport à l'immigration illégale? Bon, souffert de folie personnelle, bon, non. Et puis, quand vous dites, bon, la personne qui a souffert de folie, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez insinuer par là. Mais oui, il y a quand même des gens qui dépriment, hein, il y a des gens qui dépriment. Mais souffrir de folie vraiment, proprement dit comme ça, non, non, non.
Je n'ai Non. jamais vu une personne vraiment, je parle de ma communauté où je suis, non, du tout. Mais par contre, il y a des gens, il faut arriver. L'immigration était illégale, clandestine et tout le reste. La personne est arrivée pensant qu'elle devrait trouver l'Eldorado, mais ça n'a pas été le cas. Et psychologiquement, la personne est affectée, c'est-à-dire donc elle déprime. Et voilà, il y a ce sentiment de chagrin quand même, hein, en regardant la personne. Et puis voilà, ça oui. D'accord. Et comme conseil, qu'est-ce que vous allez conseiller aux personnes qui souhaiteraient venir à l'étranger? Ben, ça dépend, ça dépend. Les personnes qui souhaiteraient venir à l'étranger, vous savez, il est très difficile d'interdire aux gens de faire ce que vous faites ou encore d'emprunter le chemin que vous avez déjà fait. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'Afrique, quand vous leur dites que ne venez pas en Europe, les gens pensent que vous ne voulez pas de leur réussite. Vous voyez? Et en ce moment-là, tout ce que vous allez leur dire, ils n'auront pas vraiment les oreilles de bien entendre. C'est-à-dire, les oreilles vont entendre, mais la pensée va refouler. Parce que pour ces personnes, elles pensent que vous êtes contre elles. Mais moi, je dirais, ceux qui veulent venir en Europe, s'ils veulent venir légalement, par exemple pour des raisons d'études ou des raisons professionnelles, parce qu'il y a des gens aussi qui viennent en Europe pour des raisons professionnelles que nous n'avons pas évoquées. Effectivement, ceux-là, on les appelle par exemple les expatriés. Vous voyez? Donc, si les gens peuvent venir pour des raisons d'études, des raisons professionnelles, des raisons légales, pourquoi pas? C'est toujours bien d'aller ailleurs, se faire une autre culture, regarder un peu comment les autres évoluent, regarder un peu comment les autres travaillent, regarder un peu comment les choses avancent chez les autres. Et ça, c'est bien. En tout cas, dans ce sens-là, je peux encourager et c'est très bien. Bon, maintenant, si c'est comment on appelle ça, de l'immigration clandestine où on compte les milliers de morts dans la Méditerranée où les bateaux chavirent tout le temps, moi, je pense que c'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Parce que très souvent, dans ce lot-là, ceux qui meurent là au Méditerranée, c'est beaucoup plus les jeunes. Vous voyez? C'est vrai que dans l'immigration, disons, il y a une tranche d'âge, on retrouve un peu toutes les personnes. Il y a des gens de 40 ans, 35 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et tout le reste. Mais vous allez remarquer que c'est plus la jeunesse qui perd sa vie là-bas. Donc, je crois qu'il faut quand même qu'on essaie un peu d'interdire cela, parce que finalement, la jeunesse, c'est la partie la plus sensible d'une nation. C'est la partie la plus sensible du continent. Vous voyez, c'est cette force, c'est cette énergie-là, cette force juvénile qui fera ce que demain l'Afrique puisse aller de l'avant. En tout cas, ne comptez même pas aux vieux ou encore, en tout cas, faites les nuances comme vous voulez, mais ceux-là, déjà, ils ont perdu la bataille. Donc, tout l'espoir se repose sur la tête des jeunes. Donc, il faut éviter quand même que ces jeunes-là empruntent des chemins qui ne sont pas bons pour ne pas quand même demain que l'Afrique ne plus compter sur ces jeunes. Ah ouais. Merci beaucoup. Et je tiens à souligner que vous êtes en Italie, vous êtes rentré en Italie légalement pour des raisons scolaires. Donc, vous avez étudié en Italie. D'ailleurs, vous avez un master 2 en géologie. Donc, ça veut dire que vous connaissez plus ou moins les difficultés, tout ce que vous avez pu rencontrer en Italie. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer un peu en résumé, faire un résumé par rapport, comme ça va aider un étudiant qui est au pays et qui aimerait venir en Italie pour des raisons scolaires. Qu'est-ce que vous allez dire à cet étudiant par rapport à votre propre expérience? Ah non, là, vous parlez de mon expérience personnelle. Ah, d'accord, c'est très bien. Merci pour votre question. De mon expérience en Italie, comme toutes les expériences, hein, il y a toujours le côté positif, le côté négatif. Mais je crois qu'à 70%, ça a été quand même une belle expérience quand j'étais étudiant. Pourquoi? Parce que si ça n'avait pas été une belle expérience, je crois qu'aujourd'hui, je ne serais pas en Italie. Quand j'étais étudiant, la première année, c'est vrai que ça n'avait pas été facile parce que déjà, à l'université, pour ceux qui ont fait l'université italienne, c'est que les étudiants, les Italiens,
aiment évoluer un peu en vase clos, c'est-à-dire ils n'ont pas trop de contact avec le monde extérieur. Vous voyez? Donc, moi, quand je suis arrivé, c'était un peu difficile pour que je puisse m'intégrer. Mais du moins, il a fallu que je m'ouvre. Donc, je me suis ouvert. Les Italiens également, ils m'ont tendu la main. Et puis, j'ai fait des amitiés. Et c'était bien. Le soir, on pouvait s'organiser, par exemple, les week-ends, sortir, manger une pizza, aller au cinéma, discuter, échanger et tout. Donc, c'était, on va dire, un échange, disons, qui profitait un peu réciproquement, hein. C'est-à-dire, moi, je devais raconter un peu les réalités de mon pays, nos cultures à nous. Eux également, ils devraient aussi m'expliquer un peu leur culture à eux et tout. Donc, c'était vraiment des moments très enrichissants. Et si c'était à refaire, vraiment, j'accepterais. J'accepterais d'étudier encore à nouveau en Italie, comme étudiant étranger à Rome et tout. Vraiment, c'est une très, très belle expérience, une expérience très enrichissante. Et pour une personne qui est au pays, qui aimerait venir étudier en Italie, ben, je ne peux que l'encourager. Je ne peux que l'encourager tout en lui disant que les premiers moments ne seront pas faciles, mais avec le temps, je crois que tout passera sur les roulettes. Et puis, il faut rappeler aussi un autre fait, c'est que l'Italie est un pays très hospitalier avec les étudiants, hein, de mon point de vue, parce que quand vous arrivez, tout de suite, si vous avez de la chance, vous avez une chambre au campus et vous avez une bourse d'études. Donc, je crois que d'autres pays en Europe, par exemple la France où vous êtes, c'est pas toujours le cas. Mais par contre, en Italie, c'est un peu rapide et puis voilà. Moi, personnellement, j'ai eu cette chance, cette grâce, cette opportunité que j'ai pu saisir de façon très bonne. Et voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé que des côtés positifs de l'Italie. Après, moi, j'ai une question qu'un Oui, en Italien. fait, j'ai parlé du côté positif. En fait, c'est comme je vous ai dit que, en fait, j'avais 70% du côté positif que je devrais parler. Effectivement, ça. En fait, le côté positif est prépondérant sur mon expérience quand j'étais étudiant. Et comme vous savez, si déjà quelque chose, si ce côté positif domine le côté négatif, bon, je pense que ça vient biffer un peu tous les Oui, mauvais souvenirs que j'ai eu à vivre, mais en quantité un peu négligeable. Voilà. oui, parce que moi, j'ai une internaute qui m'a écrit. Elle, par rapport à ce que vous avez dit par rapport aux chambres, on vous donne une chambre aussitôt, parce qu'elle a passé une année en Italie, elle n'était pas au campus. Donc, je voudrais également que vous parlez de ce côté-là, parce qu'il y a des étudiants, tout dépend du choix de la ville. Parce qu'il y a des étudiants qui se retrouvent sans bourse et sans campus, et les parents se retrouvent à envoyer de l'argent chaque mois, alors que ce n'est pas programmé. Bon, l'internaute qui a posé la question, je ne sais pas, c'était en quelle année qu'elle a galéré pour ne pas avoir une chambre au campus, mais en tout cas, je ne fais que parler de mon expérience, celle que moi j'ai vécue. Et je rappelle que j'ai été étudiant il y a cela vraiment quelques années. Et à notre époque, je vous avoue que c'était comme je vous ai relaté là. En tout cas, c'était facile. Personnellement, dès que je suis arrivé en Italie un 24 août 2008. Et en septembre, octobre, j'étais déjà au campus. Vous voyez? Bon, maintenant, les réalités qui ont suivi les années après et tout, ça, je ne pourrais vraiment, je m'abstiens de tout commentaire parce que c'est des choses que je n'ai pas vécues. Mais sinon, à mon époque, l'expérience que j'ai vécue moi, c'était celle-là. Après, peut-être, ça dépend aussi des villes. Ça peut jouer sur la date pour entrer au campus. Peut-être que ça dépend des villes et tout. Ben oui, je pense que ça dépend des régions, hein. Chaque région a sa législation. Donc, ça dépend des critères, ça dépend. Il y a beaucoup de choses autour, en tout cas. Beaucoup Mm. de choses autour. Mais je crois qu'à Rome, à mon époque, à notre époque, je n'ai pas eu ce problème. Donc, je ne fais que parler de ma propre expérience et c'est cela. D'ailleurs, je vais dire à tout le monde que si vous souhaitez poser plus de questions à Monsieur Jacques, vous pouvez aller sur sa page. Donc, je vais mettre juste sa page en description. À la fin de ce direct, sa page est sur Facebook. Vous allez le suivre et voilà. Donc, je vais
Je vais voir s'il n'y a pas de questions. Apparemment, il n'y a plus de questions des internautes. Il n'y a plus de questions. Si vous avez des questions, posées, parce que là, on est à la fin. On n'a plus de questions. Donc, est-ce que, un mot de la fin, vous avez quelque chose à dire aux internautes en général? Ben, un mot de la fin, ça serait beaucoup plus à la communauté africaine, hein, puisque nous sommes en train de parler de l'immigration qu'africain. Je dirais simplement aux Africains, partout où ils se trouvent aux quatre coins du globe, qu'ils sont assez outillés pour faire décoller l'Afrique. Ils doivent avoir un regard bien positionné sur l'Afrique parce qu'il n'y a que l'Africain qui pourra travailler 100% pour l'Afrique, pour que l'Afrique se développe. Je ne connais pas aucun continent sur cette planète Terre qui puisse travailler à 100% pour l'Afrique sans qu'il ait en contrepartie quelque chose. J'en connais pas. Un Asiatique va travailler pour l'Afrique, mais en contrepartie, il va demander quelque chose. Si ce n'est pas l'or, c'est le diamant. Un Européen va travailler pour l'Afrique, en contrepartie, il va demander quelque chose. Si ce n'est pas le cacao, c'est le pétrole. Vous voyez? Mais par contre, l'Africain va travailler pour l'Afrique à 100% sans demander quelque chose en contrepartie. Donc, les Africains doivent s'éveiller, c'est vrai. L'Afrique ne se fera pas seulement avec les Africains qui sont sur place. C'est faux. Mais l'Afrique se fera avec les Africains qui sont aussi ailleurs, c'est-à-dire les Africains de la diaspora. Il suffit juste d'être créatif, connaître un peu notre histoire et travailler d'arrache-pied. On doit éviter avec des mots vains tels que la colonisation ou encore la démocratie. C'est des mots qui nous divertissent à longueur de journée. Soyons pragmatiques, essayons de faire ce que nous pouvons faire. Chacun en son coin doit savoir ce qu'il peut faire. Et puis, je dirais aussi à la jeunesse africaine de s'intéresser beaucoup plus à la politique. Pourquoi je dis la politique? La politique, en fait, pas pour s'enrichir, mais s'intéresser à la politique parce que ce n'est qu'à travers la politique qu'on peut régler nos problèmes. Donc voilà, il faut que la jeunesse s'intéresse massivement à la politique et avec une vision une vision nouvelle qui pourrait accompagner cette politique-là. Et je pense que les choses iront de l'avant. C'est ce que tous les pays du monde ont fait. Tous les pays ont connu des crises, des coups durs, des guerres, etc. Mais après, c'est l'homme politique qui vient pour régler les problèmes. Voilà ce que je pourrais dire aux Africains. Ok, merci. Donc, allez suivre Monsieur Jacques sur sa page Facebook. Donc là, la page Facebook est là, c'est affiché sur l'écran. Jacques Munombo, officiel motivateur. Donc, il fait des vidéos sur sa page YouTube où il éveille les consciences. J'espère que c'est ça, je dis la bonne chose. C'est bien ça, merci. Il éveille les consciences, donc allez suivre ses vidéos. Je crois que dans un futur proche, il fera sa chaîne YouTube, espérons. Là, vous pourrez également, vous aurez l'occasion de le suivre sur YouTube, de lui poser des questions, surtout sur des personnes qui veulent venir étudier en Italie, parce que actuellement, moi, personnellement, je reçois beaucoup de questions sur des personnes qui veulent aller en Italie, également en France pour les études, combien ça coûte et tout. Voilà. Moi, si je peux parler un peu, c'est que pour moi, si vous voulez venir étudier, il faut déjà avoir un plan, en fait. Pourquoi vous choisissez? Parce que moi, par exemple, quand j'ai voyagé, je n'avais pas ce plan, je n'avais pas eu la chance ou la grâce d'être entourée des anciens, voilà, qui devraient me parler de plusieurs choses, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en quittant le pays, il faut déjà quitter avec un plan. Pourquoi tu veux étudier telle chose? C'est pour faire quoi, en fait? Est-ce que tu as des projets de rentrer après au pays? Si tu as des projets de rentrer, le mieux serait de choisir un domaine qui sera profitable aussi pour ton pays et pour toi-même aussi, qui t'épanouit. Si tu aimerais rester en Europe, tu choisis aussi un domaine qui sera profitable pour l'Europe. Donc, là où tu seras vraiment, tu vas impacter positivement et voir aussi avec tes parents quel est leur budget. Comme ça, tu sauras choisir un pays qui correspond à ton budget. Parce que
il faut savoir que comme M. Jacques a dit, il y a des villes où vous partez, la première année, vous n'avez pas le campus. Donc, il faut avoir un peu d'argent de côté. Au cas où ça arrivait, vous n'allez pas étudier avec le stress parce que dès qu'il y a le stress, ça peut vous limiter dans vos études. Vous serez là en train de chercher des petits boulots pendant que vous devrez être en train d'étudier. Vous devrez être là en train de chercher le petit boulot pour payer le loyer et il y a trop de trucs dans la tête et vous ratez votre parcours, votre cheminement. Donc, le mieux, c'est de faire un planning avant de quitter vos parents. C'est mon conseil pour les jeunes et tout. Voilà, moi aussi, je suis jeune d'ailleurs. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Merci C'est moi beaucoup. qui vous remercie, Miss Gaëla. Je pense qu'il y a une question. D'accord. Ouais. Est-il envisageable, après avoir étudié en Italie, bac+3 et poursuite? Voilà, donc la personne demande, après avoir étudié en Italie avec un bac+3, est-ce que c'est envisageable? Oh mon Dieu. Est-ce que, on peut aller poursuivre nos études en France pour mieux gagner, notre vie? Bien sûr que oui. En changeant de cycle, oui. Et il précise, non, il précise, il dit, vu qu'en Italie, les salaires sont dérisoires. Oui, mais ça se fait. Une personne qui a fini avec son bac+3, c'est-à-dire ce que nous appelons chez nous au Congo-Brazzaville la licence, donc bac+3, la personne vient de boucler le premier cycle, OK? Et donc, cette même personne a le droit de se transférer par le biais d'un visa pour aller poursuivre ses études où il veut. Si c'est en France, si c'est en Allemagne, si c'est en Belgique, ça se fait. Hmm. Ok. Est-ce que peut-être que la personne, M. Jacques, peut-être que la personne aimerait savoir un peu le parcours, comment ça se fait, c'est ça? Je sais Ben, pas. mais en ce moment-là, la personne devrait se rapprocher de l'ambassade. Nous, on ne travaille pas à l'ambassade. Voilà, c'est ça, merci. Nous, on répond aux questions qui regardent un peu l'immigration, comme le disait le thème. Voilà. Voilà. Mais Après, sinon, c'est faisable quand même. après, de nos jours, vous trouvez tout sur Google, sur Exact. Internet, vous cherchez, vous avez des réponses. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier les personnes qui ont suivi ce live. Donc, continuez à partager. Je suis sûre que même à la fin, il y aura des gens qui viendront suivre le live. Donc, il y aura aussi le live juste après. On va le mettre sur la page de Monsieur Jacques. Donc, vous pourrez également aller le suivre là-bas et tout et poser vos questions en commentaire. Donc là, nous sommes à la fin. Donc, on se retrouve peut-être une prochaine fois. Si D'accord. vous avez des thèmes à nous proposer, si vous aimeriez revoir Monsieur Jacques sur ma chaîne, n'hésitez pas et laissez en commentaire et on va se préparer. Donc, merci beaucoup. Et désolé, hein, désolé vraiment s'il y a eu des problèmes techniques. Vraiment, c'est mon premier live sur ma chaîne. Donc, et soyez indulgents. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye.